2, 1. Bonsoir et bienvenue à tous sur cette conférence plénière institutionnelle. Merci d'être avec nous jusqu'au bout de la journée. Nous avons passé plusieurs moments ensemble à débattre des enjeux de l'eau dans la région, à parler REUT, à parler micropolluants, à parler gestion de la ressource, à parler de nombreuses problématiques, mais aussi de solutions. Et nous avons la chance ce soir d'avoir à nos côtés, en cette fin de journée, des représentants de collectivités, d'institutions qui se sont engagés sur ce salon cyclo, et on les remercie vivement. Ils vont nous parler des engagements locaux, régionaux, mais aussi de l'état de la ressource après une année de recharge qu'on dit exceptionnelle. Mais également, on parlera de l'expertise et de la dynamique régionale autour de la donnée au service de la protection de cette ressource. Je vous remercie donc d'accueillir sur scène ce soir Bertrand Dugrain, directeur de la délégation Centre-Val de Loire de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Merci. Jean-François Bridet, vice-président délégué à la biodiversité, aux parcs naturels régionaux, à la Loire et Rivière, à l'eau, à l'air et à la condition animale pour la région Centre-Val de Loire. Clémentine Caïto-Crucy, conseillère déléguée à l'eau potable à Orléans Métropole et maire de la ville de Mardié, je crois. Et Anaïg Eleuf, responsable du département santé et environnement à l'ARS, l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire. Merci également. Francis Garrido, directeur eau et environnement du BRGM, le bureau de recherche géologique et minière qu'on connaît bien, et Daniel Pierre, directeur adjoint de l'innovation des activités commerciales et internationales, au BRGM également, mais qui représente ici le pôle de compétitivité Aquanova, dont il est le président délégué. Merci à tous les 6, on a un beau casting pour cette plénière. Et merci aussi d'avoir été aux côtés des équipes cyclo dans l'organisation de ce salon, la préparation de toutes ces conférences. C'est la première fois que nous venons ici à Orléans, alors merci du bel accueil. Je vous propose que l'on commence avec l'Agence de l'eau pour faire peut-être un point général. Bertrand Dugrain, est-ce que vous pouvez nous poser le contexte lors de cette conférence plénière ? Oui, donc bonjour à tous. Déjà, je vais peut-être rappeler ce qu'est une agence de l'eau, parce qu'effectivement, peut-être que au sein du public, les uns et les autres ne le savent pas forcément. L'agence de l'eau, c'est un établissement public. On fête nos 60 ans en 2024, et depuis 60 ans, on accompagne des projets de reconquête de la qualité de l'eau dans les territoires. Donc le constat à la base, il était simple, dans les années 60, c'était de constater qu'il y avait des pollutions dans l'environnement et qu'il fallait lutter contre ces pollutions. Et donc ces projets qui permettent d'améliorer la qualité de l'eau, on les accompagne depuis 60 ans, que ce soit dans le domaine de l'assainissement, que ce soit dans le domaine des rivières, que ce soit dans le domaine de ce qu'on appelle les pollutions diffuses, tout ce qui est en agriculture. Et aujourd'hui, de plus en plus, le sujet des économies d'eau. C'est cet ensemble d'actions qu'on accompagne. Et pour faire le lien avec ce thème de l'état des lieux, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'agence de l'eau, on est souvent connu pour les financements d'actions, mais ce qu'on connaît finalement assez moins, c'est l'expertise qu'on déploie en interne pour faire un état des lieux des rivières, un état des lieux des nappes, et finalement se fixer une feuille de route et des objectifs pour que cet état des lieux s'améliore d'année en année. Un point sur la situation peut-être de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, puisque là ce sont vos missions générales, mais ici vous avez des problématiques sans doute particulières. Oui, donc effectivement, les agences de l'eau sont organisées par grands bassins hydrographiques. Et donc sur Loire-Bretagne, on part du Mont Gerbier-de-Jonc et jusqu'à la Loire, jusqu'à Nantes, en couvrant toute la Bretagne. Et sur tout ce vaste territoire, l'état des masses d'eau est encore relativement dégradé. On a entre 20 et 25% de rivières qui sont en bon état. Et l'objectif idéal serait évidemment qu'on ait 100% des rivières en bon état. Alors, dans l'état des lieux de ces masses d'eau, il y a beaucoup de données qui sont utilisées pour identifier quel est l'état actuel. Alors, quand on dit c'est quoi un bon état des masses d'eau, c'est d'avoir une rivière
qui présente de bonnes qualités physico-chimiques au niveau de l'eau dans les rivières. C'est aussi un cours d'eau où il y a de la vie. Il y a des poissons, il y a des algues, il y a des invertébrés qui sont présents. Et puis c'est aussi un cours d'eau où il y a déjà de la quantité d'eau. Parce que si le cours d'eau il est à sec, forcément vous ne pouvez pas avoir une rivière en bon état. Et donc finalement, quand on veut un cours d'eau en bon état, avec une bonne quantité d'eau, une bonne qualité physico-chimique et une vie dans ce cours d'eau, eh bien on va essayer d'identifier quels sont les éléments qui contrarient ce bon état, qui peuvent être des éléments de pollution, des éléments de rectification des cours d'eau. Il faut retrouver une certaine naturalité de cours d'eau, ou des actions d'économie d'eau qui permettent d'avoir un certain niveau d'eau dans les rivières. Et cet état des lieux, il est réalisé avec un certain nombre de données et de données d'expertise qu'on peut récupérer dans différents organismes, dont certains organismes sont représentés ici. On va le voir et rentrer dans le détail tout à l'heure. Un point, vous avez dit tout à l'heure sur le rôle d'accompagnement de projet de l'Agence de l'eau. Est-ce que sur ce secteur, il y a des projets phares que vous accompagnez et qui méritent d'être cités ce soir? Alors on n'accompagne que des beaux projets sur l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Sur une année, sur l'année 2024, sur tout Loire-Bretagne, c'était près de 400 millions d'euros d'aide sur des projets qui ont été accompagnés. On a eu ces dernières années de grosses opérations. Je pense à la station d'épuration de Bourges. On a accompagné d'autres stations d'épuration sur Aubigny-sur-Ner, sur Saint-Amand-Moron, sur Joué-le-Potier. On accompagne beaucoup de projets d'assainissement. On accompagne aussi beaucoup de projets de renaturation. Alors, ce qu'on appelle renaturation, c'est désimperméabiliser les sols pour que l'eau s'infiltre au plus proche de son point de chute, plutôt que de l'évacuer rapidement dans des tuyaux, plutôt que d'avoir des surfaces imperméabilisées et l'évacuer dans les caniveaux et dans les tuyaux. On va chercher finalement à ce que la ville redevienne perméable. Et j'ai Jean-François Aubry à côté de moi et on a accompagné par exemple des actions de renaturation dans les lycées, actions portées par les régions. Et puis dans les... Je pourrais te laisser développer. Et puis dans le domaine des rivières, on travaille avec beaucoup de syndicats de rivières. Les syndicats de rivières, c'est des structures qui travaillent en délégation de compétences des communautés de communes ou des métropoles. Et il y a beaucoup de travaux de restauration, de reméandrage de rivières, parce que nos rivières, dans les années 60-70, elles ont parfois été recalibrées de façon très rectiligne. Et ça a conduit à avoir quelque chose de beaucoup moins vivant, avec peu de diversité dans ces espaces naturels, dans ces milieux aquatiques. Qualité, quantité, milieu, il faut être sur tous les fronts quand on est à l'Agence de l'eau. Et vous parliez de l'eau dans la ville, j'en profite pour dire que demain matin à 9h30, nous avons une conférence sur cette thématique-là, si vous voulez en savoir plus. Merci beaucoup Bertrand Dugrain. Le but de la plénière, n'hésitez pas, c'est d'intervenir et de commenter évidemment ce que vont dire les autres intervenants. On va entendre ces partenaires dont vous avez parlé. Commençons avec vous, Jean-François Bridet, pour la région Centre-Val de Loire. Vos priorités à la région, quelles sont-elles ? La région, de manière traditionnelle, se positionne toujours du point de vue stratégique. Prend un peu de hauteur, a un rôle d'animation sur beaucoup de sujets, même si elle est contributrice, notamment financièrement pour une partie sur les travaux, par exemple, des syndicats de rivières. Mais vous parliez de mes délégations tout à l'heure, ça n'est pas un hasard si la délégation à l'eau est couplée à celle de la Loire, par exemple, des rivières évidemment, mais aussi de la biodiversité. C'est-à-dire que on peut entendre souvent parler, souvent d'ailleurs sous l'angle de la quantité, de l'eau comme d'une ressource. Moi, je dis toujours qu'avant d'être une ressource, c'est le plus petit dénominateur commun de toutes les formes de vie. Et que si on veut parler, c'est dans le monde économique notamment, touristique, on parle souvent d'attractivité. Je pense que, et ça va être de plus en plus le cas, sous l'angle du bien-être, de la santé, de ces grands enjeux d'intérêt général, la disponibilité d'une eau de qualité, ça va être un élément d'attractivité territoriale très très fort, y compris dans la protection par rapport aux événements climatiques qui vont devenir de moins en moins exceptionnels et de plus en plus importants. Je pense que madame, ma voisine, le connaît en première ligne par rapport à ça et doit se faire bien du souci aujourd'hui. Et c'est à travers la restauration d'un certain nombre de milieux naturels
qui ont toujours eu ces capacités à tamponner ces effets climatiques, qui ont été contrariés par une artificialisation galopante, qu'on peut, sans regret, c'est ce qu'on appelle les solutions sans regret, sans avoir besoin de connaître à un demi-degré près l'évolution climatique, etc., agir rapidement pour, alors là c'est le mot tarte à la crème, mais pour assurer la résilience des endroits où nous habitons. Et à force d'artificialiser, on s'est aussi souvent éloigné de certaines logiques. Et là, c'est la dimension culturelle des choses. C'est-à-dire que tant qu'on a de l'eau qui coule au robinet, on oublie que là où on habite, là où nos ancêtres se sont installés, ils se sont installés parce qu'il y avait une eau qui coulait, parce qu'il y avait une eau capable de les nourrir, de les alimenter, de nourrir le bétail en qualité et en quantité suffisante, et que parfois, à certains moments de l'année, et ça peut commencer dans notre région, alors pas en ce moment, pas cette année, mais on a eu des fortes alertes il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a des endroits qu'on pourrait considérer n'étant plus habitables parce qu'on n'y trouve plus directement de l'eau. On trouve parce qu'on a fait des interconnexions, parce qu'on a dépensé beaucoup d'énergie, beaucoup de matière et beaucoup d'argent pour compenser techniquement cette fragilité. Mais sur le très long terme, pour les générations futures, c'est vraiment dans le respect des milieux, du grand cycle de l'eau, qu'il faut restaurer cette capacité en proximité, comme on parle de circuits courts pour l'alimentation, de retrouver ces possibilités, de trouver dans le milieu, dans un rapport équilibré au milieu, et c'est là la dimension culturelle, un rapport équilibré au milieu, c'est une des expressions de la culture des sociétés humaines, d'être en capacité de trouver dans son environnement naturel de quoi satisfaire nos besoins essentiels, mais en maîtrisant durablement cette capacité du milieu à nous nourrir, à nous émerveiller aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, quand on voit, et c'était le cas hier avec l'ARB, puisque je préside l'Agence régionale de biodiversité, on était du côté de Montargis, et on voyait des travaux de renaturation, et d'un seul coup, on retrouve dans un quartier le son de l'eau qui coule. Parce que les méandres, parce que un lit resserré, et rien que le paysage sonore change et fait aussi que c'est encore une raison supplémentaire de trouver du plaisir à habiter tel endroit en bord de rivière, là où parfois ça ne devenait plus qu'un canal d'écoulement des effluents pluviaux, et parfois plus que ça. Vous avez parlé un petit peu de la dimension culturelle, mais il y a aussi la dimension politique. Vous me disiez lors de la préparation à la région, vous avez envie d'impulser quelque chose sur le plan politique dans le domaine de l'eau. Mais là, alors, la région, alors Daniel Pierre, on a travaillé de longs mois sur 2023, notamment pour préparer des assises régionales de l'eau qui ont été un succès considérable, inattendu. C'était 800 personnes, je crois, 700 personnes à Tours sur une journée, d'acteurs concernés. Mais quand on dit acteurs concernés par l'eau, c'est tout un chacun. Personne ne peut s'extraire de cette question-là. Succès qui a conduit François Bonneau, président de la région, à mettre la région sur les rails d'une demande de compétences, animation et concertation sur les questions de l'eau, pour assumer de manière plus forte, comme en Pays de la Loire, comme en Bretagne par exemple, ce rôle d'éveil, d'acculturation, de démarrage sur un certain nombre d'endroits où la démocratie de l'eau est trop faible aujourd'hui, où il y a besoin qu'on se parle et qu'on comprenne mieux les enjeux. Et dernière chose, il ne vous a pas échappé que Michel Barnier, il y a quelques jours, avait commencé à prendre des distances avec les enjeux d'artificialisation, avec l'objectif de zéro artificialisation nette. Malheureusement, mais c'est la réalité qui nous rattrape, je pense que ce qui nous attend dans les jours qui viennent, compte tenu des précipitations hors du commun de ces jours-ci, va nous rappeler à l'ordre et nous dire qu'il y a des choix courageux qu'il est nécessaire de prendre au niveau politique pour qu'à un moment donné, on arrête de scier la branche sur laquelle nos sociétés se sont trop confortablement assises. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut dire un mot rapide peut-être sur le projet Préviso? On en avait parlé aussi au niveau de la région, même si là on est plutôt sur la sécheresse, je crois. Oui, en effet. Alors, Préviso, c'est un outil numérique qui va sur le Cher. Donc c'est avec le nouvel espace du Cher qu'on a collaboré pour remporter finalement cet appel à projet qui nous permet fortement
de monter en compétence, de fabriquer un outil réplicable, c'est surtout ça qui est intéressant, pour que, à l'échelle de l'ensemble du bassin et des milieux hydrologiques au sens large, on puisse se doter d'outils efficaces en termes de prévision des événements climatiques particuliers, pour protéger les ouvrages, pour protéger les populations, et pour faire en sorte que l'intelligence et l'intelligence collective en particulier nous permettent d'amortir le choc sur un certain nombre de ces événements. Merci beaucoup. N'hésitez pas vous aussi à intervenir. Tout à l'heure, je vous interrogerai peut-être à nouveau Bertrand Tugrin, Monsieur Bridet, et aussi le BRGM sur l'aspect, vous l'avez évoqué, de cette année de recharge qu'on dit exceptionnelle. Est-ce qu'il n'y a que de l'évident, du positif dans tout ça? On pourra revenir là-dessus. Mais avant ça, on va donner la parole à Clémentine Caïto-Crucy pour Orléans Métropole. L'état de la ressource, on l'a dit, c'est évidemment un sujet pour vous, puisque il y a un sujet d'alimentation en eau potable au niveau de la métropole. Donc, votre prise de parole sur ce sujet. Alors, effectivement, l'état de la ressource, c'est un sujet. Pour bien situer la problématique, Orléans Métropole est autorité organisatrice de la compétence eau potable. Mais il y a une grande transversalité de la compétence eau potable. Donc, ce n'est pas juste l'eau potable, c'est aussi l'urbanisme, c'est aussi le développement économique, le développement écologique, la transition écologique, comme le disait tout à l'heure la région, l'agriculture, etc. On connaît aujourd'hui une alternance de phénomènes climatiques vraiment extrêmes, et on pouvait s'attendre à parler de sécheresse, et je décroche juste avec la préfecture pour parler d'inondations. Donc les phénomènes climatiques sont de plus en plus imprévisibles, et finalement il ne faut pas s'attendre à uniquement des périodes de sécheresse. Donc c'est bien la fin de l'abondance. Un petit point rapide là-dessus, justement, si on peut rassurer ou pas, on est toujours en vigilance orange. On est toujours en vigilance orange. Après, certaines communes comme la mienne sont en vigilance rouge pour certaines rivières. Et j'y retournerai tout à l'heure pour voir si on en arrive à des évacuations. Donc il est très agréable d'être à côté d'une rivière, renaturée, mais pas tous les jours, puisque parfois il y a des incidents aussi. Mais ça, c'est un autre volet. Néanmoins, on peut parler des recharges des nappes, qui est particulièrement intéressante cette année. La recharge des nappes, c'est une question de quantité. Il ne faut pas oublier que quand on est compétence autorité organisatrice de la compétence eau, on s'intéresse à la quantité, on s'intéresse à la qualité. Et sur la métropole d'Orléans, on a des enjeux de qualité. Pour resituer, la métropole d'Orléans, c'est 300 000 habitants, pardon. Donc, c'est pas. Je ne dis pas qu'il faut distribuer de l'eau de mauvaise qualité quand on est sur un petit village, mais on a des conséquences très graves si on arrivait à une eau de mauvaise qualité. On est sur 30 forages actifs avec une eau souterraine majoritairement. Donc une eau avec des nappes qui ont une capacité de résilience sur du long terme et sur lesquelles il faut agir sur du long terme. On ne peut pas se permettre de répondre à un enjeu sur 1 an ou 2 ans. On est sur des enjeux à 30, 50 ans. Donc il nous faut encore plus de données pour prévoir ces enjeux-là, pour réussir à trouver des solutions. On est sur 18 millions de mètres cubes produits par an. Donc il nous faut une quantité importante, et quand on en arrive à des annonces de sécheresse, on a des inquiétudes qui sont quand même très très fortes, puisqu'on a un besoin en eau qui est très important. Et on est sur un mode de gestion, et je crois que c'est important d'en parler, on est sur un mode de gestion qui est un petit peu hétérogène et qui est un peu particulier sur la métropole d'Orléans, puisqu'on a hérité d'une solution un petit peu en patchwork quand la compétence a été donnée à la métropole en 2017. Et aujourd'hui, on est sur les 2 modes de gestion. Donc la régie pour à peu près 40% de notre distribution, avec un marché de services pour la production, et la délégation de services publics pour les 60 autres %. Les 2 systèmes ne rentrent pas en concurrence. Les 2 systèmes sont complémentaires et permettent parfois de trouver des solutions qui n'auraient pas été trouvées par un seul des 2 systèmes. On a eu des schémas directeurs
qui ont été partagés en 2021. Et ces schémas directeurs, on les a voulus très complets. Ces schémas directeurs, ils nous ont permis de commencer notre anticipation, c'est-à-dire de prévoir à horizon 2040. Et aujourd'hui, on les re-questionne à chaque fois qu'on a des événements, à chaque fois qu'on a des risques d'eau non conforme, à chaque fois qu'on a un arrêté sécheresse. On essaye de voir si les prospections des schémas directeurs vont dans le bon sens. Vous pouvez boire aussi ceux de l'eau d'Orléans Métropole, hein, puisque c'est la nouvelle marque de la métropole. Si vous préférez le RGM. Elle vient du même endroit. Ils sont très utiles. Les problématiques particulières sur la métropole d'Orléans, c'est d'abord une question de qualité. Sur l'eau de la nappe de Bosse, on a une problématique de nitrate, on a une problématique de pesticides. On en vient à faire des très gros investissements qui sont des investissements de traitement et qui auront leurs limites en capacité de traitement et en coût énergétique et en coût de pollution, puisqu'on utilise quand même des produits qui ne sont pas recommandés. On a une petite problématique de chlorothalonil. Alors, je la qualifie de petite, puisque l'ARS, qui va parler après, a sorti le chlorothalonil des marqueurs, mais enfin, a changé. Oui, non, c'est pas l'ARS, mais je veux dire, ça reste quand même une problématique. C'est pas parce qu'aujourd'hui, ça ne suffit pas pour justifier une non-potabilité que c'est pas un problème en soi d'avoir du chlorothalonil dans nos eaux. On a des petits problèmes, des moindres problèmes de nitrate sur les nappes qui sont un peu moins profondes et qui sont plus utilisées sur la collectivité. Et récemment, nous avons, comme beaucoup de collectivités, découvert la problématique des PFAS avec la commune de Semois, donc un forage qui était concerné, une usine de production que nous avons coupée dès décembre 2023. Et c'est là qu'on se rend compte que nos schémas directeurs ont une grande importance, parce que nos schémas directeurs nous préconisaient de faire beaucoup de maillage et d'avoir 2 châteaux d'eau par robinet. C'est vraiment, c'est un peu comme une règle. Aujourd'hui, on alimente la commune de Semois, 3400 habitants, il me semble. La commune de Semois est alimentée par la commune d'Orléans. Et ça a été permis parce que nous avons un maillage déjà fort au sein de notre collectivité. Et en ça, la métropolisation de la compétence, ça nous permet aussi de faire des investissements de maillage, des investissements de sécurité. Et du coup, on se retrouve avec une capacité à partager la ressource qui est intéressante. Donc je vous disais que nous avions des schémas directeurs complets. Nous avons décidé quand même d'agir pour l'anticipation de cette baisse de qualité et ces troubles de quantité. Donc nous avons un zonage des eaux pluviales. Je crois que c'est demain qu'on va pouvoir présenter ça, avec une politique de zéro rejet. Donc toutes les nouvelles installations devraient se faire en zéro rejet, avec quelques limites là où c'est pas faisable, mais avec vraiment une étude et toujours aller vers le zéro rejet. On a fait un travail sur la désimperméabilisation ou la perméabilisation de la ville, puisque ça dépend de si on est sur la construction ou sur la rénovation. Une amélioration constante des rendements de réseau, et l'agence de l'eau est vraiment un partenaire sur ces rendements de réseau, avec notamment les investissements qui sont faits sur la télérelève ou la sectorisation. Et aujourd'hui, avoir un partenaire financier qui nous accompagne sur ces investissements, c'est vraiment important aussi pour nous. Le REUT, alors REUT, reuse, chacun lui donne un petit peu son nom, mais vous avez M. Moriot qui a fait un exposé ce matin. Donc le parc floral de la Source qui est alimenté à hauteur de 100 000 m3 possibles par an pour son arrosage, et c'est de l'eau de réutilisation sur une station d'épuration qui est en régie chez nous. Notre PGSSE qui est avec le BRGM, il me semble, qui est à la fois confié à notre délégataire et à notre régie. Les contrats sont tous basés sur un objectif de baisse des consommations individuelles et de baisse des consommations des industriels. Et puis, ça peut paraître plus anecdotique, mais ça a vraiment une valeur politique.
l'aide à l'acquisition des récupérateurs d'eau. C'est aller tous dans le même sens, du petit geste au geste beaucoup plus complet. On essaye d'aller plus loin avec un démonstrateur agricole qui serait peu consommateur ou avec peu d'intrants, avec une politique d'achat sur les végétaux, avec des techniques d'arrosage des espaces publics qui sont des techniques partagées, remises en question, avec l'expansion du reuse à une autre station d'épuration qui nécessiterait peut-être moins de traitement et à d'autres usages. Donc, je me tourne vers l'ARS qui va sûrement nous aider dans cette expansion du reuse, cette fois-ci pour l'arrosage des parcs ou des hippodromes. Donc, on décide de s'engager pleinement, même si nous sommes conscients que nous sommes un des acteurs et que nous n'avons pas non plus toutes les compétences. Mais si tout le monde ne se met pas autour de la table, on ne risque pas d'y arriver. Donc, voilà. Un des acteurs, mais on a l'impression souvent que l'échelle territoriale de la métropole, c'est souvent une échelle qui concentre quand même un certain nombre de problématiques liées à l'eau, qu'on les retrouve à peu près toutes. Merci beaucoup Clémentine Caïto-Crucy pour cette présentation. Là encore, n'hésitez pas à intervenir et on va se tourner vers votre partenaire sur les plans réglementaires et sanitaires, bien sûr, l'ARS que vous avez mentionné, Anaïg Helleux. Vous vouliez parler vous aussi des conséquences notamment qualitatives des problématiques de sécheresse, mais aussi de la donnée dont on parlera un petit peu plus tard. La parole est à vous. Merci beaucoup. Effectivement, moi, je voulais vous parler du changement climatique. Ça a été abordé par M. Pridet, par Mme Caïto-Crucy. Voilà, les débits des cours d'eau aujourd'hui sont clairement en baisse de 30% depuis ces 50 dernières années. Les projections réalisées par l'Agence de l'eau montrent que cela va continuer à l'horizon 2050. On est toujours sur une poursuite de cette diminution, ainsi qu'une baisse des recharges de nappe. Donc, le dérèglement climatique, il est là. Aujourd'hui, on voit qu'il pleut des trombes. En été, on est confronté à une augmentation des épisodes de sécheresse. Donc, on ne peut plus le nier, il est là et il faut faire avec. En 2022 et 2023, on a été confronté à des épisodes de sécheresse. En région Centre-Val de Loire, peut-être un peu moins impacté que dans d'autres régions, mais on a connu des difficultés. La sécheresse, lorsqu'elle persiste, elle conduit elle a un impact sur l'alimentation en eau potable, que ce soit sur la quantité d'eau disponible, mais aussi la qualité de cette eau. On pense souvent, quand il y a des problèmes de sécheresse, à la problématique de la quantité d'eau, avec les risques de rupture d'alimentation en eau potable. Cependant, la baisse du niveau des nappes peut aussi impacter la qualité de la ressource dans certains contextes hydrogéologiques, avec une hausse des concentrations de certains composés qui sont présents dans les nappes d'eau, qui peut conduire à une dégradation du coup de la qualité de l'eau. D'autre part, la baisse du débit dans les canalisations ou la hausse des températures de l'eau dans les canalisations d'eau peut entraîner aussi une dégradation de la qualité de l'eau avec un développement bactérien, avec la création de sous-produits, avec le transfert de matériaux qui sont présents, qui sont au contact de l'eau. Je pense notamment au chlorure de vinyle monomère. Donc voilà, c'est beaucoup. Donc il y a pas la sécheresse, c'est pas uniquement un problème de quantité, ça peut être aussi un problème de qualité. Et face à ces difficultés quantitatives et qualitatives, certaines collectivités sont amenées à prendre en urgence des mesures de gestion. Ça peut être l'activation d'une interconnexion, ça peut être l'activation d'un captage de secours, voire dans des cas plus extrêmes du citernage. Donc, il est indispensable, en fait, pour les personnes responsables de la production et de la distribution de l'eau, d'anticiper tous ces risques via notamment le suivi de données, puisque la PRPDE, comme on dit, la personne responsable de la distribution et de la production de l'eau, est en charge de ce suivi de premier niveau. Donc, ces données de suivi permettent en fait d'anticiper et de signaler toutes les difficultés qu'elles peuvent rencontrer.
Et en 2023, l'ARS Centre-Val de Loire a déployé un outil suivi sécheresse pour essayer de suivre les situations de tension d'alimentation en eau potable. C'est un outil qui avait été développé par la direction du numérique des ministères sociaux à la demande de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté. Et vu les difficultés qu'on avait rencontrées en 2022, on a décidé de déployer cet outil en région Centre-Val de Loire pour avoir une visibilité en temps réel presque des difficultés rencontrées par les collectivités, puisque nous avions en situation de sécheresse comme ça, on a du reporting à faire au niveau régional, au niveau national également. Donc cet outil depuis, il a été, donc on l'a reconduit en 2024, même si voilà, on voyait bien qu'on n'était pas sur la même dynamique que 2022 ou 2023. D'autres ARS ont fait le choix également d'utiliser cet outil. Donc voilà, c'est un choix qu'on a fait. Il n'a pas été utile, mais on a préféré sécuriser. Et on envisage de reconduire son usage tous les ans, parce que certes, on a été épargné cette année, mais on ne sait pas ce qui nous attend dans les années à venir. Donc voilà, bon, cet outil il est assez simple d'utilisation. Il y a un message automatique qui est adressé toutes les semaines ou les 15 jours en fonction de la situation météo. Hein. Cette année, on a programmé des relances tous les 15 jours. L'année dernière, c'était toutes les semaines. Et l'idée, c'est que les collectivités renseignent en début de saison la situation, et dès qu'il y a une dégradation, tant sur la qualité que la quantité, elles le signalent et elles précisent les mesures de gestion mises en place. Donc pour nous, en tout cas, c'est très utile cet outil, puisque ça nous permet, le cas échéant, de renforcer le contrôle sanitaire pour s'assurer que les mesures mises en œuvre par les collectivités n'ont pas d'impact sur la qualité de l'eau potable. Et en tout cas, qu'on n'a pas de risque sanitaire particulier si on va activer une nouvelle ressource ou un forage de secours. Et cette collecte de données, bien entendu, on la partage également avec l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le domaine de l'eau. Donc ça va être avec l'Adréal, la préfecture, la DDT, les agences de l'eau également. Et bien entendu, ça alimente aussi les comités sécheresse départementaux qui peuvent être mis en place. Et puis on remonte aussi toutes ces informations au niveau national, bien entendu, pour bien identifier les secteurs qui seraient prioritaires à sécuriser au niveau de l'alimentation en eau potable. Donc, parmi les outils qui peuvent représenter un levier d'adaptation au changement climatique, on a le plan de gestion de sécurité sanitaire des eaux, le PGSSE, dont Madame Kaito-Crécy a évoqué. C'est quoi ce petit nom barbare? Donc PGSSE, pour plan de gestion de sécurité sanitaire des eaux, je le répète, consiste en une approche assez globale pour garantir en permanence la sécurité sanitaire de l'alimentation en eau potable. Donc c'est une approche qui consiste à appliquer une stratégie de prévention et d'anticipation qui passe par une évaluation des risques et une gestion préventive de ces risques, mais dans tous les domaines de l'approvisionnement en eau potable. Donc il faut que toutes les infrastructures, tous les ouvrages soient pris en compte. Ça va du forage à la station de traitement, au réservoir, au réseau de distribution. Donc tous les points d'approvisionnement sont pris en compte. Et du coup, pour les services en charge de l'eau potable, ça fait passer d'une culture de la réaction à une culture en fait d'anticipation, puisqu'on s'appuie en effet sur des méthodes d'analyse des dangers et d'évaluation des risques qui permettent d'élaborer ensuite un plan d'action qui va être priorisé et échelonné dans le temps. Donc depuis l'arrêté du 3 janvier 2023, ces plans de gestion sont obligatoires. Donc avec des échéances en fonction du type de PGSSE. Donc pour les PGSSE liés aux zones de captage, ils devront être adoptés avant le 12 juillet 2027. Et pour ceux destinés à la production et à la distribution, ceux-là, l'échéance est du janvier 2029. Je tiens à souligner, et vous en avez parlé, qu'Orléans Métropole n'a pas attendu cet arrêté pour se lancer dans la dynamique d'élaboration d'un PGSSE, et il a anticipé depuis, je ne pourrais pas dire, mais un paquet d'années. Voilà. Donc pour nous, ces outils vraiment constituent une priorité pour l'Agence régionale de santé, qu'on a repris et qu'on a intégré dans le 4e plan régional santé-environnement qui a été arrêté en fin d'année 2023 et qui est porté par l'ARS, l'Adréal, l'ADRAF et le Conseil régional ici présent.
Voilà, au niveau de l'ARS, on travaille avec le CNFPT, on a organisé des webinaires l'année dernière, on travaille aussi avec l'OIO qui est présent sur le salon pour proposer aux collectivités des formations. Donc il y en a une à Châteauroux en début septembre, il y en a une prochaine en novembre en Indre-et-Loire, il y en a une autre qui est prévue dans le Loiret en début d'année. Voilà. Nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment acculturer les PRPDE à cette dynamique, à cette nouvelle façon de travailler et à travailler plus dans l'anticipation et dans la gestion préventive des risques. Voilà, alors il permet d'anticiper les conséquences qui résultent d'une sécheresse, mais aussi il permet d'anticiper des situations de crise. Aujourd'hui, avec les conditions que l'on a, un PGSSE est très utile pour gérer les problématiques d'inondation, voire de pollution, de risques technologiques, etc. Donc c'est vraiment un outil dont on fait la promotion très activement et on est bien entendu, les délégations de l'ARS sont à la disposition des collectivités pour les accompagner dans cette démarche. Et puis je voulais dire un petit mot sur la donnée. Donc le contrôle sanitaire de l'eau potable, qui est le contrôle de premier niveau, qui est de la responsabilité de la personne responsable de la distribution et de la production de l'eau. Elle assure une surveillance de premier niveau, mais il y a une surveillance de deuxième niveau qui est organisée par l'ARS dans le cadre du contrôle réglementaire pour le compte du préfet. Ça nous permet de produire énormément de données. Au niveau de la région Centre-Val de Loire, juste pour vous donner un ordre de grandeur, il y a 13 500 prélèvements qui sont réalisés tous les ans. À l'échelle nationale, on est à 325 000 prélèvements, ce qui représente quand même 18 millions de résultats analytiques. Donc toutes ces données, on ne les garde pas que pour nous, pour faire des bilans, on veille à les partager. Donc pour cela, la DGS, la Direction Générale de la Santé, a déployé dès 1994 un système d'information, CISO, ça doit peut-être parler à certains d'entre vous, qui nous permet donc aux ARS d'assurer le contrôle sanitaire de l'eau potable, puisqu'on valide tous les résultats du contrôle sanitaire dans cet outil. Ça nous permet aussi de disposer d'une base de données locale consolidée qui permet de suivre dans le temps la qualité de l'eau sur un secteur donné. Ça nous permet de produire des documents d'information comme les bulletins d'analyse d'eau potable avec les conclusions sanitaires, les synthèses annuelles qui sont joints à la facture d'eau, ce qu'on appelle les infofactures, ou tout autre document d'information. On réalise aussi annuellement un bilan régional. Le bilan 2023 doit sortir là, normalement fin du mois. Et puis, ces données sont également partagées avec les acteurs locaux. Il arrive que, à la demande des collectivités, on leur fournisse les résultats sur un paramètre sur une dizaine, une quinzaine, voire une vingtaine d'années. Et puis ces données sont également mises à disposition du public puisque tous les résultats du contrôle sanitaire sont accessibles sur le site internet du ministère de la Santé avec la conclusion du bulletin sanitaire, et on partage aussi ces données avec les organismes publics via des conventions. On peut les partager avec Santé publique France, avec l'ANSES, mais aussi avec le BRGM, l'Agence de l'eau. Voilà. Donc toutes ces données, on en a beaucoup. Elles sont à viser de s'assurer que la qualité de l'eau ne constitue pas un risque pour la santé des populations, mais ça permet d'acquérir la donnée que l'on veille à partager. Voilà. Merci beaucoup Anaïg et vous faites la transition pour moi, puisque cette partie de la donnée, évidemment, ça intéresse et c'est un des cœurs de métier du BRGM. Vous allez nous expliquer ça, Francis Garrido. Je crois qu'en plus, il y a quand même une expertise toute particulière ici à Orléans et dans le secteur. Oui, tout à fait. Donc le BRGM qui est basé avec son centre scientifique et technique basé à Orléans-la Source. Donc on est environ 600, un peu plus de 600 personnes au niveau d'Orléans, et ensuite un maillage présent dans tous les territoires régionaux en France métropolitaine et outre-mer. C'est extrêmement important pour moi de le signaler parce que quand on parle de problématique d'eau, c'est une problématique de territoire et donc il faut éviter les grandes généralités autour de ces sujets.
établissement public connu comme étant le Service géologique national au départ. Et puis on est l'établissement de référence pour l'État sur les applications des sciences de la Terre pour la gestion des ressources et des risques du sol et du sous-sol. Et donc à ce titre-là, l'eau présente dans le sous-sol, on en parlait tout à l'heure, enfin pas moi, mais les collègues intervenants précédents sur l'eau qui est invisible, les eaux souterraines invisibles. On voit tout ce qui tombe et tout ce qui est en surface, mais il y a beaucoup d'eau dans le sous-sol, et on l'a mentionné tout à l'heure, puisqu'à l'échelle nationale, environ 67% de l'eau qui arrive à notre robinet provient des eaux souterraines. Donc c'est une ressource extrêmement importante à suivre, à protéger et à considérer dans notre quotidien. Et donc dans ces missions pour la gestion des ressources en eau, le premier objectif du BRGM, c'est de suivre, de collecter de la donnée et de connaître l'état des ressources en eau souterraines. Et à ce titre-là, on gère le réseau national piézométrique qui permet d'avoir ce réseau de surveillance à l'échelle de l'ensemble du territoire. À l'échelle du territoire, il y a plus de 2200 piézomètres, 2200 points de mesure qui permettent de suivre les aspects qualité et quantitatifs des eaux souterraines. Le BRGM en suit environ 1700 sur le territoire régional. C'est de l'ordre d'environ 200 piézomètres qui permettent de suivre cette ressource en eau sur le territoire régional. Toutes ces données, qui soient collectées par le BRGM ou par d'autres acteurs, arrivent dans nos bases de données, comme la base de données ADES notamment, qui permet de centraliser, mais aussi de vérifier les données, parce que les données, elles arrivent, mais elles peuvent être brutes dans un premier temps, et ensuite il faut quand même les valider, vérifier qu'elles sont correctes, ces données. Donc ce sont des personnes de chez nous qui participent à cela. Et grâce à ces suivis, ça nous permet de réaliser, d'éditer le bulletin de situation des nappes, qui est le visuel qui est devenu plus connu depuis les années 2022, les années de sécheresse, avec un visuel de code couleur qui permet de savoir si au moment, à la fin ou au début de mois, si on est dans les normales, on va dire, des 30 dernières années, ou si on est inférieur ou supérieur par rapport à l'historique. Et puis, il y a une déclinaison au niveau des territoires, au niveau régional, qui peuvent être faits par le BRGM ou par d'autres instances de l'État qui sont présents dans les territoires, pour avoir une vision plus fine de la connaissance régionale. Donc cette donnée-là, elle est extrêmement importante, parce que sans données, sans surveillance, on peut faire des plans un peu sur la comète sans savoir vraiment de quoi on parle. Et l'apport du BRGM dans cette problématique des eaux souterraines, je pense, c'est d'apporter un regard scientifique, de la connaissance scientifique, pour apporter un appui à l'aide à la décision auprès des décideurs des territoires, qui peuvent être des décideurs politiques ou techniques, des gestionnaires. Et ça, c'est notre apport dans la gestion de la problématique des eaux souterraines. Merci beaucoup. Vous vouliez peut-être parler de Explore 2 ? Je ne sais pas forcément. Oui, on peut en parler maintenant ou plus tard, comme vous voulez. Effectivement, je parlais de la réalisation des bulletins de situation des nappes, mais à partir des données, et ce que apporte aussi le BRGM, c'est de l'information sur la prévision de l'évolution des nappes, des eaux souterraines. Alors, prévision soit court, moyen terme, soit très long terme. Et court, moyen terme, on a des outils, on pourra revenir peut-être après, mais vu la question sur Explore 2, c'est qu'il y a un projet qui permet d'avoir une projection à l'échelle de 100 ans sur l'évolution de la recharge des nappes en fonction de scénarios changement climatique issus du GIEC. Donc s'il y a Explore 2, ça veut dire qu'il y a eu Explore 1. Et donc Explore 2 permet d'approcher plusieurs scénarios du GIEC, parce qu'on a vu que le changement climatique, dérèglement climatique, ça commence à devenir quelque chose où il y a une prise de conscience plus réelle. Donc on affine tout ça, et les résultats du projet, c'est pas que le BRGM, c'est un consortium d'acteurs qui ont contribué à ce projet-là, ont été restitués en juillet, et permettent de montrer
les tendances à l'échelle nationale et à l'échelle des territoires. Et un point qui est extrêmement important, c'était mentionné d'une autre façon par les intervenants précédents, c'est qu'on sait que globalement, sur une moyenne annuelle, on peut avoir un déficit de recharge. Si on dit ça de cette manière-là, on va dire, bon, on va avoir moins d'eau. Donc quand il pleut, comme ces jours-ci ou cette année-là, on va se dire, mais de quoi il nous parle, qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien, Explore 2 permet d'apporter aussi une nuance en fonction des territoires et en fonction de la temporalité. C'est-à-dire que c'était mentionné que les extrêmes, qui soient sur les périodes dites de recharge, donc plutôt hivernales ou automnales, vont probablement être plus extrêmes, plus humides, et les extrêmes d'été et de printemps aussi plus extrêmes dans les sécheresses. Donc, il faut regarder tout ça, et quand on est quand on est acteur du territoire, ça va devenir, je suis désolé, mais on complexifie un peu la situation. Parce qu'en 2022-2023, tout le monde a le focus sur la sécheresse, parce que c'est une réalité. Mais non seulement il va falloir gérer les périodes de sécheresse, mais probablement, et même c'est ça qu'apporte Explore 2, aussi des périodes aussi de forte pluviométrie, de niveau d'eau élevé, avec des risques d'inondation par remontée de nappe qui peut être plus présent. Alors, tout ça, ça a nuancé en fonction des territoires. Je ne peux pas tout détailler là, mais c'est ce qu'apporte Explore 2, qui est un projet majeur, je pense, pour la France et pour les acteurs des territoires. Merci beaucoup pour cette présentation, et on va finir ce tour de table et après on pourra revenir sur certains points si vous le souhaitez avec vous, Daniel Pierre. Merci de votre patience à nos côtés. Vous avez travaillé également au BRGM, on l'a dit tout à l'heure, mais là vous allez nous parler d'Aquanova plutôt, c'est ça? Tout à fait. On vous écoute. Donc Aquanova est l'un des pôles de compétitivité de la filière eau française. Il est né de la fusion des deux pôles Hydreos en région Grand Est et Dream en région Centre-Val de Loire. Alors un pôle de compétitivité, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est un label de l'État, et puis c'est un regroupement d'acteurs économiques et du monde de la recherche scientifique qui cherchent à travailler, collaborer pour promouvoir de la recherche, développement et de l'innovation. Nous, on est plus de 320 adhérents aujourd'hui, et puis en fait notre aire naturelle de jeu, on va dire, ce sont les bassins versants Loire-Bretagne, Seine-Normandie, Artois-Picardie et Rhin-Meuse. J'ai cité ces 4 grands bassins versants. En fait, c'est 80% de l'activité industrielle de la France, c'est 80% de la production agricole et de l'agroalimentaire. Pourquoi? Parce qu'on avait des nappes de grande extension pour certaines zones, on avait de la ressource en eau, et puis la contrepartie, ça a été un petit peu dit déjà, c'est que nos masses d'eau sont certes présentes en quantité, et encore elles souffrent du changement climatique qui viennent aggraver en fait les problématiques de qualité d'eau. Donc on est vraiment persuadé que les enjeux de souveraineté alimentaire et industrielle, c'est sur ces territoires-là que ça va se jouer, et qu'on a besoin de promouvoir de la recherche, du développement et de l'innovation, puisque un certain nombre de nos acteurs proposent des solutions sur ces sujets-là. Aujourd'hui, on ambitionne véritablement d'accompagner, d'être un accompagnateur de la transition hydrique nécessaire des territoires et des entreprises. On a une offre de services qui part de l'animation de réseau, c'est du maillage, jusqu'à l'ingénierie de projet. Le vice-président Bridet a parlé du projet Prévisio. C'est typiquement un projet collaboratif qui réunit différents acteurs pour innover et apporter des solutions. Aujourd'hui, avec Aquanova, c'est pratiquement une centaine de projets qui ont été labellisés et financés avec un montant total de près de 20 millions d'euros de mémoire. C'est aussi accompagner nos adhérents sur les guichets européens de financement. On sait que malheureusement la France est un très mauvais élève sur l'usage des fonds européens. D'autres territoires, d'autres pays sont beaucoup plus proactifs sur ces sujets-là. Et puis c'est le développement et l'exportation, l'internationalisation des entreprises, accompagner nos adhérents sur la scène internationale, avec des effets de regroupement d'acteurs. On a 4 grands domaines d'action stratégique, ça a été évoqué, la quantité évidemment, et on a un certain nombre de sujets autour de la connaissance de la ressource, de son suivi, des solutions également.
On a parlé de la gestion intégrée des eaux pluviales. Quand on parle quantité, tout de suite, on sait qu'on va avoir des enjeux de sobriété. Donc après, il faut, entre guillemets, bien connaître les usages, ça a été dit, et les consommations. Alors tout de suite, on va penser à l'alimentation en eau potable, et puis à l'irrigation, et puis à l'énergie. Mais en fait, un des résultats aussi qui avait été obtenu dans le cadre des assises de l'eau, c'était de prendre collectivement conscience de ce que, par exemple, vous prenez la région centre, ça a été 170 000 hectares qui ont été imperméabilisés, avec des logiques pendant 30 ans, 40 ans de tout tuyau. On est un territoire avec des nappes de grande extension. Potentiellement, ce tout tuyau, cette évacuation de nos eaux de pluie rapide, c'est un manque d'infiltration de l'ordre de 300 millions de mètres cubes, ce qui représente juste à peu près la moitié de nos consommations, tout usage confondu. Donc on est sur un vrai sujet qui porte évidemment sur des eaux qu'on ne voit pas, et c'est pour ça qu'effectivement BRGM a un leitmotiv sur la gestion de ces nappes, les solutions également. Donc j'ai parlé des enjeux, le domaine d'action stratégique qualité évidemment, avec toutes les problématiques de détection, promouvoir aussi des techniques différentes de détection avec le biomonitoring par exemple, utiliser le vivant pour entre guillemets déduire l'état de la ressource, et puis il y a des solutions de dépollution, alors parfois fondées sur la nature, avec la phytoépuration, mais il y a aussi malheureusement des besoins beaucoup plus entre guillemets qui demandent beaucoup plus d'ingénierie, avec des techniques de dépollution qui nécessitent encore de la recherche et du développement. C'est les problématiques de troisième domaine d'action stratégique, c'est tout ce qui concerne la connaissance et le partage de cette connaissance, avec des enjeux. On sait que c'est pas que du technique, il y a des sciences humaines et sociales, des problématiques d'acceptabilité. Faut convaincre, faut entre guillemets associer les gens pour qu'ils se sentent concernés par ce sujet-là. Et puis c'est le partage des solutions ou tout comme de la connaissance, des outils d'aide à la décision. Donc il y a des enjeux numériques derrière. Et puis l'aménagement du territoire et puis les risques. Ça a été dit aussi. C'est pas qu'il y aura moins d'eau, mais par contre potentiellement il pourrait y avoir presque un peu plus d'eau, mais sur un nombre de jours bien plus réduit. Donc c'est des problématiques de risque d'inondation pour lesquelles là aussi les échelles, stratégie régionale, ça a bien été dit par le vice-président Bridet, mais après localement, c'est à l'échelle des syndicats de rivière, à l'échelle des collectivités locales qu'il faut pouvoir trouver des solutions. Et sur les 320 acteurs du pôle Aquanova, il y a des gens qui sont capables d'apporter des solutions, encore faut-il qu'elles soient connues. Donc je vous invite vraiment à découvrir la cellule d'animation du pôle Aquanova qui est au niveau du village innovation, entouré d'un certain nombre d'offreurs de solutions sur ces sujets-là. Et c'est le moment de se rencontrer, et j'imagine que le réseau continue de s'étendre. Alors tout à fait. C'est vrai que malheureusement, quand il y a 10 ans, le pôle Dream avait été labellisé, je me souviens, je reçois un prix, et en off, le journaliste me dit quand même, les problèmes d'eau, faut arrêter quand même. Je dis, il y a quand même des gros sujets, il y a des géologues, des hydrogéologues, des scientifiques et des techniciens qui tous les jours partent résoudre des problèmes d'eau dans le monde. Oui, en Afrique, il me dit. Je dis, non, aussi en région. Je lui dis, en France, il y a déjà des problèmes dans le sud de la France, dans les Pyrénées-Orientales. Il me dit, oui, mais en région centre. Je dis, en région centre, les 2/3 de nos masses d'eau sont en mauvais état écologique. Quand on va se prendre le changement climatique et la raréfaction de la ressource, en plus, ça ne va ne faire qu'augmenter les problèmes de qualité. Voilà. Vous aviez vu effectivement ça il y a 10 ans, mais la prise de conscience, elle a vraiment, on le dit toujours, c'est l'été 2022 qui a fait un électrochoc quand même dans la conscience publique. C'est le temps entre les résultats scientifiques, il faut du temps pour que déjà il y ait une appropriation politique, et puis après que ça redescende sur les usagers, les acteurs économiques, etc. Mais il faut qu'elle existe. Monsieur Bridet, vous vouliez réagir peut-être? Daniel, oui. Effectivement, je pense que tout le monde a fait l'expérience d'avoir une coupure d'électricité chez soi. C'est désagréable. On allume quelques bougies, on attend que ça passe, on a confiance dans
dans la technique. C'est un autre traumatisme quand l'eau ne coule plus au robinet. C'est plus inhabituel. Et là, je pense que ça convoque des choses plus archaïques qui nous disent ah là, la vie est en question, et est en danger. Et c'est pourquoi, vraiment, là, j'abonde totalement sur le fait que c'est le sujet des sujets devant nous, et pour les collectivités tout particulièrement, parce que s'il y a une responsabilité qui tient à l'intérêt général, c'est bien celle-là. Et parce que aussi, la question des milieux, la question des annexes aquatiques, hein, qui sont les zones humides, de la bonne santé des réseaux hydrographiques, c'est aussi la clé pour lutter contre les effets du dérèglement climatique, sur les effets des canicules, sur l'habitabilité aussi de nos lieux de vie, quels que soient les efforts de sobriété qu'il faudra faire sur la consommation d'énergie, de produits manufacturés, etc. On aura besoin de s'adapter à un climat différent, et de pouvoir, même si c'est plus sobrement, vivre quand même et s'épanouir. Moi, j'essaye de bannir le mot développement de mes discours. L'épanouissement, ça doit être la clé, en tout cas l'enjeu collectif pour les décennies à venir. Merci beaucoup de réaffirmer ça. Est-ce que l'un de vous veut revenir sur des points, avant qu'on prenne des questions du public, sur des points qui avaient été dits précédemment? Peut-être Bertrand Dugrain sur la donnée, ou aussi on peut commenter ce qu'on disait, l'année de recherche exceptionnelle. Oui, simplement, ça, c'est vrai que c'est un point important. On en a un peu parlé dans la conférence précédente, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que sur les 10 dernières années, on a eu 8 années sur 10 en crise, en région centre, hein, et partout en France. Alors effectivement, on a en tête 2019, 2022 comme des facteurs forts, avec des années de crise très élevées qui ont peut-être amené une prise de conscience. Mais il faut vraiment avoir ça en tête. C'est-à-dire que normalement, la gestion de crise, ça doit être 2 années sur 10. Là, c'est 8 années sur 10, c'est l'inverse. En fait, on devrait avoir 2 années sur 10 de crise et 8 années sur 10 où on gère à peu près bien. Et là, c'est l'inverse. C'est 8 années sur 10, il y a des crises avec des restrictions, des contraintes, etc. au niveau quantitatif. Et 2 années sur 10 où ça se passe à peu près bien, comme cette année. Et ce que je veux dire, c'est que souvent, quand il y a la crise, comme en 2022, il y a des mesures de gestion de crise et tout le monde se dit ouais, il faut qu'on se mobilise pour ne plus retomber dans cette situation-là. Et on oublie vite, en fait, parce que finalement, après, il se remet à pleuvoir. On se dit l'état des nappes, il y a des nappes qui se rechargent, bon, bah, ça va mieux. Et en fait, on oublie vite les bonnes résolutions de l'été 2022 où on était tous en situation de compliquée. Enfin, il y avait beaucoup de collectivités qui étaient à la limite au niveau eau potable. Et c'est ça le signal que je voudrais donner. Et dire aussi que l'action, ça a été un petit peu dit, mais elle met du temps à se mettre en œuvre. On était avec Jean-François Bridet sur le site de Monin, qui viendra témoigner d'ailleurs demain. C'est une démarche de 5 ans pour un industriel de se poser les questions de quelles sont mes consommations d'eau, quels sont mes effluents, comment je peux mettre en place un projet de réhute, comment je le finance, quel est le risque industriel, etc. Je pense une collectivité, c'est pareil, comme vous disiez, un schéma directeur qui permet de prendre les bonnes décisions. C'est un état des lieux du patrimoine, c'est où sont les problèmes, c'est où est-ce qu'il faudra investir, et les investissements, ils se font sur 10 ans. C'est pas en 2 ans on règle les problèmes. Et donc tout ça doit vraiment nous amener à ce que la connaissance scientifique qu'on peut amener, tous, hein, je veux dire, l'Agence de l'eau, le BRGM, tous les producteurs de données ou l'ARS, ça amène vraiment à de la prise de décision en ayant en tête que ces prises de décision, elles prennent du temps. Et c'est vrai qu'on est dans un monde où maintenant tout va très vite, on tweet, on change d'actualité. Mais nos sujets de l'eau, en fait, c'est des sujets de crise, mais il faut aussi agir en dehors de la crise. Enfin, c'est aussi notre travail au quotidien. Par rapport à l'ARS, la différence aussi, c'est intéressant de parler des données, c'est que l'agence de l'eau, on va qualifier la qualité de l'eau dans l'environnement, dans les milieux aquatiques, alors que l'ARS va être vraiment centrée sur la qualité de l'eau potable. Donc on est complémentaires sur les sujets, mais on travaille aussi sur le long terme finalement. Hein. Quand on vise une meilleure qualité de l'eau, c'est vraiment une qualité de l'eau dans l'environnement. Et je veux dire, malheureusement, on est en 2024. La directive cadre sur l'eau, qui date de l'année 2000, elle visait un bon état des eaux en 2015.
Alors quand on était en 2000, on se dit, oh, dans 15 ans, On on devrait y arriver. Et puis en fait, on est en 2024 et on est encore loin d'avoir atteint l'objectif. Donc on voit qu'il y a beaucoup à faire. Alors évidemment, les enjeux sont nombreux hein, sur le plan politique. Il y a des enjeux de développement du territoire, il y a des enjeux de tout niveau dans les territoires. Mais le sujet de l'eau, il est important, il se travaille tous les jours et c'est pas parce qu'il pleut beaucoup ces dernières semaines qu'il faut l'oublier. Et peut-être même que ça fait reculer même dans les consciences ce genre d'années. Et tant mieux, on va pas s'en plaindre, mais ça peut faire reculer. Mais ce que je veux dire, c'est que la perception qu'on a tous humainement, c'est la perception de la météo du jour. Bien sûr, météo, climat. Et l'intérêt des données scientifiques, c'est de nous aider à prendre ce recul pour se dire, ah oui, mais attention, parce que effectivement, sur 10 ans, ça a été très bien dit par l'Adréal tout à l'heure, hein, qui dit, mais moi, depuis 2015... il a dit, depuis 2015, en dehors de 2 années, de 2021 et de cette année, 9 mois sur 12, il y avait des situations de sécheresse sur la région. 9 mois sur 12, sur quasiment 10 ans. Et en fait, on s'accoutume même à des situations de sécheresse, voire d'assec. C'est-à-dire qu'on s'accoutume à finalement, il n'y a pas d'eau dans le cours d'eau. Au début, ça nous choque et après, on s'y habitue. Alors qu'on ne devrait pas parce que c'est un signe de mauvaise santé de l'environnement. Si l'environnement va mal, ça pose des problèmes derrière à nous tous. Je crois qu'il y avait 2 réactions, Monsieur Pierre et Monsieur Garrido, tous les deux. Allez-y. Je voulais juste effectivement réagir sur les propos du temps long de la phase opérationnelle. Sur un exemple, on a cité le projet des Syromonins avec le projet Life Zeus qui a fait l'objet justement d'un accompagnement du Pôle Dream, ex-Pôle Dream et donc d'Aquanova. C'est une belle illustration. Mais c'est pour parler également de la phase amont, pour convaincre. Dès 2007, en fait, on s'était rapproché au niveau de Dream de l'AREA, l'Association régionale des industries agroalimentaires, et en fait pour les sensibiliser au sujet de l'eau, qui n'est pas un sujet économique comme l'électricité, mais qui a un facteur de risque par rapport aux problématiques de production. Et d'emblée, ils se sont posé des questions sur, mais à cet endroit-là, il y aura de l'eau dans 25 ans, en qualité et en quantité. Alors j'avais été surpris par la question, mais en fait, c'est que c'est la maille de leurs investissements. Et après, ils se sont posé la question, alors déjà, effectivement, ça a été dit, je pense que les territoires vont se retrouver en compétition par rapport à l'accès à la ressource. Donc il y a des territoires ça va être un facteur de développement ou au contraire d'empêchement. J'ai assisté à des choses où on parle de l'attractivité de la région centre et tout le monde y va de son conseil, qu'est-ce qu'il faudrait faire, etc. La première question, c'est est-ce qu'il y a de l'eau ou pas et puis alors, deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'à partir de là, devant le risque d'avoir un arrêté sécheresse et donc un arrêt de production, ils se sont posé la question de savoir comment faire des économies, être moins dépendant, d'avoir des outils d'aide à la décision, etc. Et donc ça, il faut accompagner chaque filière et il faut aussi accompagner le citoyen sur le stockage d'eau. C'est peut-être peanuts, mais au moins ça veut dire que l'usager, il comprend conscience qu'une partie du problème, c'est un peu lui aussi, quoi. Chacun a sa part à faire. Francis Garrido. Oui, une réaction, notamment quand vous parliez de l'effet, enfin la vision que l'on peut avoir sur la recharge par rapport à la pluie qui tombe. Et je ne sais pas si ça va devenir un slogan, mais face à l'eau, on n'est pas tous égaux, j'ai envie de dire, dans le sens où, en fonction où on est dans le territoire, c'était expliqué, et notamment et aussi dans un territoire régional comme le nôtre. La cyclicité des nappes, à la fois dans la recharge et les vidanges des nappes, elle peut être différente. Donc du coup, je ne sais pas qui était là aux présentations précédentes, mais quand on est sur la nappe de Beauce, par exemple, avec ce qu'on appelle une inertie, une nappe inertielle, donc qui prend... alors d'un côté, on va dire c'est confortable, parce que comme il y a une inertie, ça baisse doucement. Mais quand ça baisse doucement, ça se recharge doucement aussi. Donc pratique. quand on sort de plusieurs années de déficit de recharge, eh bien, contrairement à beaucoup de perceptions dans le grand public, il ne suffit pas d'avoir 3 mois de période très pluvieuse pour rattraper tout ce qui s'est passé avant. Donc ça, c'est extrêmement important. Et le bulletin de situation des nappes dans la région centre, au moment où on parle, il faut savoir qu'il y a encore des points qui sont au niveau de la moyenne
du même mois des années précédentes. Et puis, à des endroits, on a même des pieds d'eau qui sont encore inférieurs aux moyennes des 30 dernières années. Il y a d'autres endroits où c'est excédentaire, il faut quand même aussi le dire. Mais j'apporte cette nuance parce que c'est un regard scientifique très pragmatique. Là. Il faut le montrer, évidemment. Et Monsieur Bridet, il y avait un point intéressant aussi lors de la préparation. Vous me disiez qu'il y avait aussi les faux amis de la recharge et les conséquences en termes de qualité. Oui, c'est-à-dire que moi je suis aussi, j'habite, je suis dépendant de la nappe de Beauce pour ma propre consommation, et c'est un sujet que je connais bien. Et j'ai grandi au milieu d'un monde agricole conventionnel, et je sais aussi que plus il pleut, plus on le traite. C'est-à-dire que chaque pluie est suivie d'un traitement pour retrouver, puisque tout est parti, et puis on a des effets de lessivage avec des sols, avec des labours profonds, etc., qui font que la recharge ne se fait pas de la même manière. Des campagnes, pendant des décennies, des campagnes de drainage qui accélèrent, c'est ce que disait Daniel, la capacité à absorber et à recharger, elle a été affectée à la fois par le type d'urbanisation, d'équipements hydrauliques, mais aussi par des méthodes agricoles qui sont venues altérer ces cycles naturels. Et j'en profite pour évoquer quand même le fait qu'on parle souvent de l'éléphant dans le corridor, ce dont on ne parle jamais autour d'une table, mais qui est tellement présent que personne ne le voit. Moi, là, j'ai 2 éléphants dans le corridor. Ce n'est pas la première fois. Mais souvent, ils sont aussi observateurs dans la salle, mais là, j'en vois pas forcément. C'est vrai, le monde de l'agrochimie, qui, et ça on en parle souvent, autant avec le monde économique, on arrive vraiment à avoir des collaborations, des articulations dans des dynamiques communes où il y a des intérêts communs, il y a une conscience d'intérêt général sur le très long terme qui s'exerce et qui fait bouger des lignes. Là, je dis l'agrochimie, je ne dis pas les agriculteurs, parce que pour la plupart d'entre eux, ils sont quand même pieds et poings liés avec ce système-là. Et politiquement, il y a quelque chose à faire bouger, parce que là, on n'y arrive pas. Et c'est à la fin le consommateur, la société en général, la collectivité qui en paye les pots cassés. Quand on fait des interconnexions partout pour faire baisser à moins de 50 mg par litre de nitrate, on atteint... Alors, on arrive par chez moi des fois à 40, 45, mais une fois que tout est interconnecté, on ne va plus pouvoir mélanger. Pendant qu'on a dépensé des dizaines de millions, parfois dans des petites collectivités, pour s'interconnecter, on n'a pas entretenu le réseau capillaire, le dernier kilomètre, on va dire, qui lui a 60, 70 ans et va être particulièrement fuyard. Donc, parce qu'on n'a pas traité à la source, on a ce problème-là. Et c'est pas vrai, et c'est vraiment pas un discours anti-agricole, parce que la nourriture, c'est essentiel. L'agriculture, elle est essentielle aussi à l'identité, au paysage, à la culture. Et on le voyait la semaine dernière sur la 6, pour être précis. Justement, c'est la polyculture élevage bien menée qui est une des garanties, une des solutions pour apporter des milieux hydrographiques de qualité, parce que là, on a un équilibre de production, de charge d'élevage sur des prairies, avec un équilibre qui nous permet d'atteindre le bon état, ou en tout cas d'y aller. Et puis le deuxième éléphant, pardon, mais ça, moi, c'est ma mission sacrée politique et c'est mon engagement. C'est aussi le monde de la production électrique. Et sur notre bassin, c'est la production nucléaire. Malgré tout, on oublie les risques, on oublie un tas de choses, mais les aléas climatiques accroissent les risques. Et aujourd'hui, il y a toute une tendance pour demander d'ajouter des équipements. Très dernièrement, et moi je tire la sonnette d'alarme, c'est commencer à signer des chèques en blanc sur l'avenir. Je ne parle pas d'argent, je parle de risque, je parle d'incapacité à traiter des déchets qu'on ne sait pas aujourd'hui traiter, et je pense que par rapport à l'attractivité de notre région sur le long terme, ça n'est pas un bon pari. Merci beaucoup, on les voit beaucoup mieux tout de suite, ces 2 éléphants. Madame Kaito-Crucy, vous vouliez dire un mot, et puis après j'avais promis quand même qu'on propose la parole au public, donc on le fera. Moi, c'est par rapport à l'éléphant de l'agrochimie. Et l'exemple sur la collectivité de la métropole d'Orléans, c'est une commune qui a été obligée d'investir énormément pour traiter ses nitrates. Une commune qui fait payer à ses abonnés un coût excédentaire qui fait doubler le prix de l'eau par rapport aux communes voisines. Et à côté de ça, une commune dont le rendement de réseau a chuté de près de 30% par rapport aux autres collectivités autour, puisque tout l'investissement a été consenti pour pouvoir traiter les nitrates.
Et aujourd'hui, ce schéma, il peut encore se reproduire, puisqu'on est sur une politique de prévention de ces intrants qui est bien trop faible. Je suis désolée, mais on a des carences quand même là-dessus. On n'a pas encore réussi à avancer sur cette prévention des intrants. Et je suis preneuse de toutes les bonnes solutions. Et on fera Je vous promets qu'on n'a pas répété. Ouais, non, Vraiment. mais je vois que vous êtes coordonnés quand même. Non, mais on fera une conférence dédiée, je pense, sur ce sujet-là. Ça mériterait largement ça. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir quand même une multiplication. Il y a déjà une multiplication des fronts d'actions avec plein d'autres enjeux financiers aussi pour les régies et les délégataires. Parce que quand il y a plus de sobriété, il y a aussi beaucoup de rentrées d'argent en moins. Et pour autant, beaucoup de chantiers. Bref, c'est un autre débat. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Même si je sais que la journée touche à sa fin, c'est quand même l'occasion, profitez-en. Je vois un semblant de début demain, peut-être. Alors, je ne sais pas s'il y a encore un micro à cette heure-ci. Non? Ah si, il est là. Alors, est-ce qu'on a une question ou est-ce qu'on n'a pas de question? Non? Non, mais la dame, elle est là pour vous porter le micro, je pense. Non? Pas de questions. Alors, on peut rebondir. Une information, une illustration complémentaire de l'action publique possible et sur le sujet qui vient de nous occuper. L'ARB va piloter pour 7 ans une expérience, une zone test zéro phyto autour du point de captage du Porche à Bourges, qui va nous permettre, alors en collaboration avec la Chambre départementale d'agriculture, sur du très long terme, enfin sur du moyen terme, 7 ans, et un certain nombre d'indicateurs, là c'est l'ARB, donc en termes de biodiversité, mais également en termes de restitution d'une eau de meilleure qualité, en collaboration avec Bourges Plus, parce que moi j'ai découvert ça il y a 6 mois, que Bourges Plus allait capter 60% de ses consommations dans la Loire, à quand même quelques dizaines de kilomètres, parce qu'ils ne sont plus en capacité sur leur site de captage de fournir ce qu'il faut à l'épanouissement économique et aux habitants. Donc là, on a une obligation finalement d'agir, et c'est à travers la qualité des milieux et en emmenant les acteurs agricoles sur place. Alors, je dirais pas de force, mais il faut beaucoup de force de conviction, en tout cas, qu'on va tenter là d'aller chercher la lumière au bout du tunnel, en fait. Merci beaucoup. Francis Garrido, vous voulez dire encore un mot? Éventuellement, c'est sur les aspects qualité. J'espère que je ne vais pas assombrir l'avenir, mais quelque part, il faut quand même rappeler aussi quelque chose, hein, c'est que moi je soutiens le fait sur les intrants faire ce qu'il faut, mais il faut savoir malgré tout que les sols ont accumulé un certain nombre de molécules. Et si on arrête aujourd'hui, on en aura encore demain et après-demain. Je veux dire, c'est que. Mais il faut. Voilà, c'est pour ça que quelque part, attention, pour bien préciser, c'est pas pour ça qu'il ne faut rien faire, bien évidemment, mais la question de la gestion de ces molécules-là, on doit non seulement prévenir par rapport à. Il faut attaquer la source, hein, c'est clair. La source d'où viennent ces molécules-là, mais il faut quand même avoir conscience d'un point de vue politique aussi qu'on en aura encore pour quelques années. Je l'indique parce que ça, on parlait tout à l'heure de temporalité, c'est aussi une temporalité qui dépasse les temporalités des fois politiques, et ça, c'est pas évident quand on est scientifique aussi d'expliquer ça, enfin de le faire installer sur la durée. Voilà. On est au pied de la montagne des micropolluants et pollutions, on le disait tout à l'heure. Non, mais c'est le même sujet pour le dérèglement climatique. On pourrait arrêter aujourd'hui, on aurait les moyens d'arrêter toute émission de CO2. De toute façon, on va subir les effets du dérèglement de ce qui a été accumulé. Et on retrouve aujourd'hui sur l'eau des métabolites de produits qui ne sont plus déversés depuis 20 ans. Et le problème, c'est le problème sur les indicateurs de qualité. Si on ne mesurait que ce qui était mesuré il y a 20 ans, on pourrait dire que c'est de bonne qualité, peut-être aujourd'hui, mais on a découvert des nouveaux éléments délétères, en tout cas pour la santé, qui font que non.
Il y a encore beaucoup de chantiers. Est-ce que quelqu'un veut prendre la lourde charge de conclure? Ah, finalement, il y a une question. Hein, vous exagérez quand même. Et deux. Non, mais. Alors, très rapidement, s'il vous plaît. Vraiment rapidement, parce qu'on doit conclure. Derrière, il y a des horaires qu'on doit respecter. Bonjour à tous. Excusez-moi de vous déranger, mais je voulais savoir si éventuellement, dans les prochaines années, est-ce qu'il y aura des aides de l'agence de l'eau qui seront dédiées aux usagers, aux particuliers, pour rénover et pour traiter mieux leurs eaux domestiques. Parce qu'on parle de beaucoup de collectivités, d'agglomérations, et est-ce que les usagers eux-mêmes pourront bénéficier par intermédiaire d'intermédiaires de subventions de l'agence de l'eau en Bretagne? Agence de l'eau ou d'autres aides, peut-être de collectivités. Hein. Peut-être que les autres sont prêts à aider, je ne sais pas. Toutes les aides sont Alors, les bienvenues. effectivement, c'est le sujet de l'assainissement non collectif, tout ce qui est fosse septique, etc. Alors, c'est des sujets qu'on a pu parfois aider dans le passé, qu'on n'aide plus forcément aujourd'hui ou demain, parce qu'effectivement, on a de nombreuses priorités. En fait, ce que j'ai, c'est que depuis notre création, on aidait au départ que les stations d'épuration, puis après, on a aidé des mises en séparatif du réseau, puis après, on s'est élargi sur la rivière, et aujourd'hui, même si on consacre, dans notre 12e programme 2025-2030, on va consacrer 2,6 milliards d'euros d'aide sur 6 ans, mais on a énormément de priorités et on est obligé de choisir nos combats. Et en termes de priorités, les priorités vont aller sur des opérations de stations d'épuration qui vont améliorer le plus fortement possible la qualité de l'eau qui va être rejetée dans l'environnement. Et effectivement, on ne peut pas intervenir sur l'ensemble des systèmes d'assainissement non collectif qui peuvent être effectivement existants en milieu rural en particulier. Et il y aura peut-être des verrous sanitaires, peut-être que Madame Helleux aussi, mais c'est un autre débat. Vous vouliez répondre sur ce point ou on prend notre dernière question? Monsieur, devant, allez-y. Ce n'est pas une question, c'est une petite contribution. Et je voudrais dire que le débat sur l'eau n'est qu'une conséquence, ou la situation de l'eau n'est qu'une conséquence de notre mode de vie. En fait, c'est carrément toute notre façon de vivre que nous devons revisiter. Et c'est sur ce que nous devons faire violence. Parce que au moment où certaines parties de la Terre se plaignent de manque d'eau, il y a d'autres parties qui se plaignent de trop d'eau. Cela veut dire qu'il s'agit juste d'un déséquilibre. Et lorsqu'on parle de la pollution de l'eau et des sols, cela fait tout de suite allusion à notre consommation et aussi à l'économie, aussi à notre rapport avec les activités régénératrices de revenus, d'argent, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il faut carrément que l'être humain se regarde et qu'il pense effectivement que c'est sa vie, sa façon de vivre qui détruit la vie en fait. Et la chaîne est tellement longue que c'est bien, moi j'admire beaucoup les efforts qui sont faits pour la gestion de l'eau et ainsi de suite, mais je pense que nous devons, ce qui reste à faire, pas pour assombrir le climat, mais ce qui reste à faire est encore plus important. Il y a Merci. Une vraie mission. Merci pour votre contribution. Et il y a une vraie mission. Est-ce que quelqu'un veut avoir la lourde tâche de conclure derrière ça, même si finalement c'est une bonne conclusion aussi, hein, je crois que... Monsieur Bridet, vous vouliez dire? Non, moi, je veux vous remercier, monsieur, parce que comme ça va écourter ma conclusion. Parce qu'en général, je conclus par le fait que les vraies solutions, elles sont... Alors, la technique contribue, la politique aide, mais c'est une vraie question de civilisation qu'il faut refonder par rapport aux limites planétaires qu'on a quasiment atteintes. Et on parle d'humidité. Moi, j'aime bien faire rimer humidité avec humilité. Il serait temps qu'à un moment donné, l'humain, au sens large, retrouve sa juste place avec avant tout le respect de toutes les autres formes du vivant, parce que c'est ce qui conditionne notre survie à terme et notre épanouissement à moyen terme, j'espère. Et là, je pense à mes enfants, parce que c'est la responsabilité, je pense, qu'on a collectivement d'avoir cela vraiment dans le viseur avant tout. Merci beaucoup, responsabilité et voilà, et les mains dans le cambouis tous pour résoudre tous ces problèmes. C'est la fin de cette plénière. Merci à tous les 6 d'être venus défendre une vision, hein, quelque part, de l'eau et de la gestion de la ressource.
et aussi d'être venu présenter cette expertise. Il y avait plein de choses encore à vous montrer. On aurait pu tenir 2 heures, mais c'est la fin de la journée. C'est aussi le moment de nous quitter. On se retrouve demain matin à 9h30 pour parler de la place de l'eau dans la ville et de la gestion des eaux pluviales. Il y en aura d'autres. Mais on souhaite beaucoup de courage aux équipes de Orléans Métropole pour cette nuit. On espère que tout se passera bien dans cette situation. Encore merci à vous de faire vivre ce salon et à demain.